Bonsoir, merci de nous retrouver sur TV Sud pour le journal. Dans les titres de ce lundi 10 octobre, le premier tour de la primaire socialiste en Languedoc-Roussillon, dans la région François Hollande devance très nettement Martine Aubry. Le tour de force des handballeurs montpelliérains hier soir, ils sont allés battre les Allemands de Kiel sur leur parquet en Ligue des Champions. Loïc Ozol, sacré meilleur raseteur de la saison, c'était dimanche lors du 60e Trophée des As aux Arènes d'Arles. Et pour terminer ce journal, je vous emmène au bord du Nautilus à Bagnols-sur-Cèze, un bus pédagogique sur les problématiques de l'eau qui va à la rencontre des plus jeunes. Le premier tour de la primaire socialiste s'est tenu hier. En Languedoc-Roussillon, les résultats sont globalement en accord avec les résultats nationaux. Autour de 40% des suffrages exprimés pour François Hollande. Le score de Martine Aubry est un peu en deçà, alors qu'elle remporte un peu plus de 30% des suffrages exprimés au niveau national. Elle n'obtient que 16% dans l'Aude, 24% dans le Gard et 25% dans l'Hérault. Les réactions dans la région par Antoine Moutot et Olivier Brachard. Bulletin, décompte et suspense. Au bureau de vote de Polygone, la première partie du dépouillement à peine terminée. Certains s'empressent déjà de communiquer les premiers résultats par SMS. Ça, on l'envoie au mandataire de Ségolène Royal, comme tout le monde d'ailleurs, hein, parce qu'il y a des politologues qui vont se pencher sur le premier sort pour voir des tendances. Au siège de la fédération PS de l'Hérault, comme dans le Gard, paquet en main, l'attente est longue pour les présidents de bureaux de vote. Un peu fatigué, on est un peu fatigué après cette journée, mais enfin bon. On résiste. Pendant ce temps, les estimations nationales, régionales et locales font le tour de la salle. Ici, tous les camps sont réunis. Satisfaction chez les uns, déception chez certains et surprise chez les autres. Je tenais un bureau de vote à l'Estanque et dans mon propre bureau de vote, très vite on s'est rendu compte qu'Arnaud Montebourg allait faire un score. Sur le plan local, moi je suis très heureuse du pourcentage de participation des Montpelliérains et aussi très heureuse de voir que Martine Aubry arrive en tête dans plusieurs bureaux de la ville de Montpellier. Donc ça c'est un résultat pour moi qui est très positif. Au sortir de ce deuxième tour, il y aura nécessité bien entendu à ce que tout le monde se rassemble, se fédère pour le véritable match importantissime dans lequel on doit retrouver en quelque sorte les attentes des Françaises et des Français, qui est celui de relever le défi de ce qui ne va pas actuellement en France. Comme Ségolène Royal, j'ai pris acte de ce score, qui bien sûr déçoit le militant que je suis, mais comme elle, je constate que nos idées ont beaucoup progressé et que nous serons au service de la victoire de la gauche. Comme en national, le classement Hollande premier, Aubry deuxième et la surprise Montebourg troisième et de mise dans l'Hérault et dans le Gard. Prochain rendez-vous dimanche 16 octobre pour le deuxième tour. 2,5 millions de militants et sympathisants de gauche se sont donc rendus aux urnes pour ce premier tour en France. Dans l'Hérault, 7% des électeurs ont participé au scrutin, près de 6% dans le Gard. Qui sont ces votants et quelles étaient leurs motivations hier? Voyez le reportage de Franck Chassagnon. Militants ou simplement citoyens de gauche dans l'Hérault comme dans le Gard, le premier tour des élections primaires du PS a connu dimanche un réel succès. 28 760 votants dans le Gard et dans le département de l'Hérault, 7% des électeurs se sont déplacés pour aller voter, soit 2 points de plus que la moyenne nationale. Ici, pas besoin d'être encarté, il suffit de payer 1 € et de signer une charte sur les valeurs de gauche. Ça permet d'exprimer son choix, son opinion, sans forcément avoir adhéré par le passé à un parti politique, mais éventuellement aussi de défendre certaines idées. C'est quand même la base de la démocratie de choisir son candidat, donc autant le choisir dès le début pour être sûr de vraiment le suivre jusqu'au bout, quoi. Ce serait dommage de ne pas venir, tant plus que je suis de leur parti. Voilà. Des sympathisants de gauche, donc, qui, comme dans toutes les élections, ont pu s'isoler pour faire leur choix parmi les 6 candidats en lice, une première en France qui pourrait bien faire des émules. C'est un acte citoyen, je trouve que ce serait bien que tous les partis fassent des primaires. C'est une très bonne chose et que peut-être que la droite fera la même chose. Je l'espère. Une élection qui s'est déroulée sans encombre. Le plus difficile pour les électeurs a été de faire un choix parmi les candidats qui défendent les mêmes valeurs. Est-ce qu'on vote vraiment utile, c'est-à-dire en essayant de voir, par exemple par rapport au sondage, on va voter celui qui a, voilà, ou bien par rapport à ses convictions personnelles, vous voyez, c'est ça qui est un peu délicat. Vous ne savez pas si vous avez fait le bon choix? J'espère que oui, voilà. Ce sera plus facile au deuxième tour. Oui, ah ben nettement. En France, 2 500 000 personnes sont venues voter dimanche. Le Parti socialiste espère faire au moins aussi bien dimanche prochain pour départager les 2 derniers candidats en lice.
Et c'était une primaire un peu particulière pour le Languedoc-Roussillon. Une partie des élus socialistes avait été exclue du PS pour avoir soutenu Georges Frêche lors des dernières élections régionales. Et surtout dans l'Hérault, dont la fédération est encore placée sous tutelle. L'analyse des résultats pour notre région par le sociologue Michel Crespi. Les chiffres de Montpellier sont à peu près les chiffres nationaux, à très peu de choses près. Les chiffres de l'Hérault et même du Languedoc tout entier, Hollande est un peu plus haut, Aubry un peu plus bas. Donc il y a encore quelques 4 points ou 5 qui ont été déplacés par le souvenir de ce qui s'est passé avec Georges Frêche. Mais plus les choses avancent et plus tout ça est en train de s'estomper. Et finalement, le plus significatif, c'est que les querelles internes des socialistes locaux ont très peu pesé sur le scrutin. Et le second tour de la primaire se tient donc le 16 octobre. Cet après-midi à la Fédération PS de l'Hérault, on faisait un bilan positif de ce premier vote avant de se tourner vers le face-à-face Aubry-Hollande, arbitré par les soutiens d'Arnaud Montebourg, qui auront une vraie légitimité à l'issue de cette primaire. On écoute Christian Assaf au micro de Jean Brun. Plus que la direction collégiale, c'est le Parti socialiste héroltais qui a vocation à évoluer. Après la primaire, il est temps qu'il se rassemble, il est temps qu'il s'unifie, qu'il s'apaise, qu'il pense ses plaies, qu'il tourne des pages. Et la direction collégiale n'échappera pas à ça. Ça veut dire que la direction collégiale, elle méritera de s'enrichir de tous ceux, de toutes celles qui veulent que le Parti socialiste soit plus démocratique, que le Parti socialiste héroltais soit plus transparent. Bref, en un mot, que le Parti socialiste porte dans ses propres comportements les idées qu'il défend à l'extérieur. Et le débat du second tour de la primaire socialiste en Languedoc-Roussillon, c'est jeudi soir. On en parle à 20h45. Demain, la majorité des syndicats appellent à une journée de mobilisation interprofessionnelle. Attention, de fortes perturbations sont annoncées dans les transports en commun, notamment les 2 lignes de tramway et le réseau de bus à Montpellier. La SNCF aussi annonce des difficultés sur ces lignes en Languedoc-Roussillon. Un TER sur 2 seulement devrait circuler. Pour en savoir plus, un site internet www.infoligne.fr. À Montpellier, 9 crèches et haltes-garderies municipales seront fermées. Dans les écoles de la ville, il n'y aura pas de cantine. En revanche, un service minimum d'accueil est prévu pour les petits élèves. À Montpellier toujours, les manifestants ont rendez-vous à 14h30, place Thessalie-Antigone. Et à Nîmes, un cortège partira de la Maison Carrée à 15h. Un homme d'une vingtaine d'années a été abattu d'un coup de feu près de Kessargues à Nîmes hier. Le corps a été retrouvé tout près de la 54 entre Nîmes et Arles. Il s'agirait d'un jeune Nîmois qui aurait tenté de voler des plants de cannabis dans un champ proche de l'autoroute. Le tireur pourrait être un proche du propriétaire du champ. Un homme d'une cinquantaine d'années a été arrêté et placé en garde à vue hier soir. Ce week-end, la forte tramontane n'a pas laissé de répit aux pompiers dans l'Hérault et surtout dans le Biterrois. Une trentaine de départs de feu se sont déclarés. En tout, plusieurs incendies ont ravagé plus de 500 hectares de forêt de garrigues. 2 avions bombardiers d'eau ont été accidentés, mais leurs pilotes s'en sont sortis avec une grosse frayeur. Un mot de sport à présent avec le coup d'éclat des handballeurs montpelliérains hier soir en Ligue des Champions. Le MHB a battu Kiel en Allemagne 24-23. Un petit but d'écart marqué par William Acambré. Le récit du match avec Olivier Brachard. Qu'ils sont heureux ces Montpelliérains, voilà un petit week-end bien accompli sur les bords de la Baltique face à l'une des meilleures équipes du monde de la décennie. Invaincus dans leur fief cette saison, les Allemands de Kiel bousculent le MHB en première période et comptent jusqu'à 5 buts d'avance. Les 2 ex-Kieler, Karabatic et Kavtichnik par exemple, sont bien muselés par la défense adverse. Mais Montpellier va pouvoir compter sur son gardien Primoz Prost. Plus qu'une doublure de Storel, le Slovène écœure les stars de Kiel, dont Daniel Narcisse, le Réunionnais, 5 sur 10 seulement au tir. Bojinovic est expulsé, Guigou obligé de sortir sur blessure, peu importe, la défense de fer de Mam et ses coéquipiers bloque le compteur adverse. Côté montpelliérain, William Acambré, monstre physique, prend les dernières cartouches et elles font mouche. 30 secondes à jouer, 23 partout, Acambré marque le but de la victoire historique chez le champion d'Europe 2007 et 2010. Victoire 24-23. Kiel qui ne marque que 23 buts à la maison, du jamais vu. Dixit Kavtichnik, il sait de quoi il parle, il a joué 4 ans dans ce club. Et dimanche à 17h, le MHB reçoit Belgrade pour le compte de la 3e journée de Ligue des Champions. Ça se joue à l'Arena. Et pour les amateurs de handball, notez que Nikola Karabatic sera l'invité des aléas du direct demain à 18h30. Il n'y avait pas que du handball ce week-end. Les footballeurs nîmois ont perdu à Bayonne 2-1. Les Crocos qui avaient pourtant ouvert la marque dans les toutes premières minutes du match. Les résultats sportifs du week-end en bref et en images par Jean Brun. Regardez.
Tout avait bien commencé pour Nîmes Olympique qui se déplaçait à Bayonne pour le compte de la 11e journée de National. On joue depuis 3 minutes, d'une frappe limpide à ras de terre, Koné trompe de Our, mais cette ouverture rapide du score en restera là, puisque Bayonne s'impose finalement 2-1 grâce à Short et Famery. Après cette défaite, les Crocos se classent 6e avec 17 points et peuvent avoir des regrets. Côté volley, les Sétois ont confirmé dans le derby face à Montpellier tout le bien que l'on pense de leur recrutement. Sans jamais faiblir, la troupe de Patrick Duflot a imposé son jeu dans un barreau archi-comble et confirmé ses prétentions au titre cette année en l'emportant 3-7-0, 7 points à la 3e place du championnat. Trop souvent sanctionnés, les Nîmois du RCNG ne pouvaient espérer grand-chose face à Montauban. Les rugbymen gardois s'inclinent 14-9 et concèdent ainsi une 3e défaite consécutive cette saison, avec une légère satisfaction, le point de bonus défensif décroché face à l'ogre montalbanais. Et puis on finit avec du baseball. La bonne nouvelle n'est pas venue de Rouen. Les Barracudas s'étaient pourtant imposés le week-end dernier à Verracy en remportant les 2 premiers matchs de la finale du championnat de France. Sur leur terre, les Rouennais ont repris le dessus face à des Barracudas privés de leur lanceur américain dans le second match. Ils s'inclinent finalement 3-2 dans cette finale. Loïc Ozol a remporté le 60e Trophée des As. Le raster décroche ainsi son 3e titre en 4 ans avec une large avance sur son concurrent direct Bastien Four. Ce week-end, la finale a attiré 10 000 spectateurs dans les arènes d'Arles. Le résumé par Marlène Laroche et Patrick Mallet. C'est un public enchanté qui est ressorti des arènes d'Arles en ce dimanche après avoir assisté à la 60e finale du Trophée des As. Même si les jeux étaient faits côté raseteur avant cette course, puisque Loïc Ozol avait une large avance et remporté en ce jour son 3e Trophée des As en 4 ans. Côté taureau, que ce soit Garland le Biao d'Or 2011 ou Guépard le Bio d'Or 2010, tous deux ont tenu leur rang en signant de très grands quarts d'heure. Mais s'il ne fallait en citer qu'un en ce jour du côté des Noirs, c'est bien sûr Saint-Rémois en dernier qu'il faudrait surtourner. Il a fait chavirer les foules par sa bravoure et sa générosité. Il a une bravoure exceptionnelle, c'est un taureau vraiment incroyable. Plus il tape, plus il a des rasés, plus il vient, et meilleur il est, quoi. Il se régale. Et puis c'est quand même un taureau dangereux parce qu'on a vu pas mal de raseteurs boiter à la fin du quart d'heure de Saint-Rémois. Et quand il a tapé sur Ouf, et puis là-bas aussi, c'est quand même à la planche, il faut se lever. Puis cette ovation à la fin, les gens debout, à la gloire du taureau, bon, c'est Saint-Rémois, tant mieux, mais ça fait plaisir parce qu'on voit que les gens encore reconnaissent le taureau dans notre pays, en Camargue, quoi. Ils aiment le bio, et ça c'est le plus important. Et demain à 20h45 dans Noir et Blanc, retour sur cette finale avec Loïc Ozol et Bastien Four qui sont les invités de Patrick Mallet. Et c'était un week-end chargé pour les aficionados. La finale des Graines de Torero se tenait à Rodillan. Cette compétition organisée par Nîmes Métropole n'a pas attiré uniquement les élèves des écoles taurines, mais aussi les anti-corridas venus manifester bruyamment leur opposition. Pro et anti-corridas qui se sont accrochés vigoureusement comme vous pouvez le voir sur ces images. Graines de Torero qui a été remporté par l'apprenti novillero colombien Santiago Sanchez Mecha. On le voit tout de suite, non on le voit pas. Retour sur cette finale mercredi à 20h45 dans Tendido Sud. Le Nautilus sillonne la région. Le sous-marin de Jules Verne a inspiré une association de protection de l'environnement qui a créé un bus pédagogique. Son rôle, aller au-devant des enfants pour les éduquer sur la préservation des ressources en eau. Franck Chassagnon est monté à bord. Regardez. Un drôle d'engin a débarqué dans la nuit de mercredi à jeudi sur la petite place de Bagnols-sur-Cèze. Je trouve qu'il a une forme bizarre. Un peu une forme allongée. On dirait qu'il a un peu une forme de bouteille. Il a des hublots et ça ressemble vraiment, sans les roues, ça ressemblerait vraiment au vrai Nautilus. Un étonnant vaisseau, la réplique du Nautilus, imaginé en 1869 par le célèbre écrivain Jules Verne. Le sous-marin du capitaine Nemo parcourt aujourd'hui les routes de France pour délivrer la bonne parole. Dans ses livres, il allait explorer les faux marins et au jour d'aujourd'hui, son sous-marin a troqué son gouvernail pour des roues et il vient faire le chemin inverse, il rentre à l'intérieur des terres pour délivrer un nouveau message, préserver les mers, les océans et l'eau. Bienvenue à bord du Nautilus du 21e siècle. Après le visionnage d'un film en 3D, les enfants plongent dans les océans du monde entier. 25 000 personnes meurent chaque jour à cause de maladies liées à l'eau non potable. Ici, on parle du cycle de l'eau, de la pollution, de la montée des océans, des thématiques importantes qui ne laissent pas les enfants indifférents.
Les dauphins, ils moururent à cause des sacs plastiques. J'ai appris qu'il ne fallait pas polluer et qu'il fallait économiser l'eau, comme par exemple moins prendre de bain que de douche. Il faut éviter de laisser allumer le robinet. Il y a tout un chapitre environnement au programme du cycle 3, donc du CE2 jusqu'au CM2. Et c'est intéressant, c'est un point de départ, là, ce qu'on vient de voir. Et à partir de là, on va pouvoir travailler donc les différents thèmes. Et pour descendre dans les profondeurs des océans, le Nautilus restera sur le quai de Bagnols-sur-Cèze jusqu'au 14 octobre. C'est la fin de cette édition. Retrouvez toute l'actu demain à 12h30 et passez une très belle soirée sur TV Sud.